La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui n'est jamais en retard. Le cake est un mensonge. Coucou les gens, je suis One A Pied. Dans le chat, on me traite de menteur parce que nous serions vraisemblablement en retard. Mais nous mangeons du cake et le cake étant un mensonge, nous ne sommes donc pas en retard car il ne peut pas y avoir trop de mensonges dans notre émission. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine. Ça veut rien dire. J'ai rien compris. Ouais, ça veut rien dire. Ça va. Vous n'avez pas la référence du cake est un mensonge. The Cake is a Lie, vous l'avez pas. C'est pas joué à Portal, quoi. Oh. Ben non, nous, on a une vie, nous. Jouer à Portal, le 1, il est très vite fait, il est très sympa, il y a eu un beau remake en RTX qui déchire. Le cake est en retard, c'est un très bon titre. Je suis One A Pied, donc nous allons parler de bande dessinée. Et pour parler de bande dessinée avec moi, je suis accompagné des meilleurs, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'Isaac, mais on a... Et on lui fait une bise quand même, parce que vu ce qu'il vient se prendre dans la gueule... À quelle heure... Ouais, bisous, voilà. allez, c'est bon. À quelle heure passe le cake? À quelle heure passe le cake? C'est une question. En fait, bonsoir, c'est chaud. Voilà. Donc, et dans l'ordre de passage, nous allons d'abord avoir notre cher archiviste Jérôme, qui va nous parler de quoi? De quoi vas-tu nous parler? Colossal. Oui, c'est une BD allemande. Ça a l'air très intéressant. Absolument. Voilà. On enchaînera avec moi-même qui vous parlerai de Lock and Key, l'âge d'or. Puis Guillaume va nous parler de... Je sais pas. Arcana tome 2. Arcana tome 2, merci. Non, mais je suis toujours hyper bien préparé. Toujours au taquet. Ouais. Et on laissera la parole à Thio qui va faire une sorte de prouesse dans ce podcast. Quelque chose de très rare en nous parlant de... Je vais chroniquer Nautilus qui est sorti aujourd'hui même, tome 3. Le jour de l'enregistrement. Ouais, alors ça, c'est pas cool parce que nous, on n'a pas pu le lire. Et c'est la fin du cycle. Si, on a tous moi si, ça va. Nous l'avons tome 3. Nous avons été 3 à le lire, monsieur. Mais allez vous faire voir. Quoi. Tu restes poli, je trouve ça très fort. C'est vraiment dommage, il est tellement bien. Voilà. Oui, Lock and Key sur l'image j'ai choisi une petite image poétique parce que c'est beau. Et je crois qu'on peut tout de suite... Ah oui, on finira aussi par un online avec un crowdfunding avec une seule sélection. Et parle pas la bouche pleine, monsieur. Et le bon générique, parce que va y avoir peut-être un petit peu de débat. On y reviendra. Ou pas, on verra. On verra. Mais on démarre. Avec Colossal, une bande dessinée scénarisée par Rutil et Diane Truc, qui m'a fait grand plaisir, parce que normalement, il y a écrit Truc à la place du nom du scénariste, et donc j'avais pas à réécrire Truc. Donc merci Diane Truc d'avoir choisi un bon pseudo, j'espère. Et c'est dessiné et colorisé par Diane Truc. Il y a du level, hein. Franchement, depuis tout à l'heure, je trouve que Pied, il est au taquet. Alors, et en plus, tu vois, c'est faux, parce que le 266, c'est moi qui l'ai fait. Non, j'ai corrigé, t'as pas mis les majuscules. Donc, putain. Les gars, vous êtes les champions ce soir. Donc, Colossal, mon cher Jérôme, qu'est-ce que c'est? Alors, Colossal, c'est une... Tu l'as dit que c'était édité par Jungle ou pas? Non, et que ça coûtait 16,95 €, je l'ai pas dit non plus. Voilà, et que nous sommes au tome 2 et que le tome 3 va pas tarder à sortir du tout. Donc, avant tout, Colossal, c'est un webtoon. Des mêmes autrices, un webtoon aux 6 millions de vues. Par contre, je ne sais pas sur quelle plateforme, les amis. J'en ai aucune idée et je sais pas si 6 millions de vues c'est bien pour un webtoon ou pas. Mais bon, c'est... Alors, j'en sais rien non plus, mais objectivement, c'est suffisant. C'est hyper impressionnant. Alors déjà, c'est impressionnant. Et puis, c'est suffisant pour signer un contrat avec Jungle et avoir une édition papier. Est-ce que ça veut dire que les gens qui le lisent 2 fois parce qu'ils ont beaucoup aimé, ils comptent? Alors, est-ce que je pourrais émettre une critique tout à fait... Vas-y. Non, je sais pas. En fait, j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. Merci. C'est pas... en ce moment, c'est pas forcément un si bon signe que ça de signer en tant que webtoon avec une maison d'édition. Parce que comme le webtoon a démarré avec quelques titres assez forts et que ça a bien marché, c'est devenu une espèce de mode et ils signent un peu tout et n'importe quoi, en fait. Donc, il faut énormément trier dans le webtoon.
Ouais, mais Moi, est-ce Donc, que c'est c'est pas je forcément suis un assez signe de d'accord. consécration. Non, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que moi, j'ai découvert le webtoon, mais là, tu vois, on parle déjà plus de Colossal, mais peu importe. J'ai découvert le webtoon, moi, avec Solo Leveling. Peut-être que je suis pas le seul autour de cette table. Et J'en ai découvert d'autres avant, mais ok, c'est un des mais meilleurs. voilà. Ouais. Et c'est vrai que ça, moi, je trouve que ça a ouvert une porte, en fait. Enfin, ou peut-être que la porte était déjà ouverte avant, mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu un appel d'air, en fait. Ça existe depuis très 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 longtemps en Corée. Ça a mis beaucoup de temps à s'imposer. Non, mais on parle de la publication en oui, non, papier, non, sous ça a format mis papier. beaucoup de temps à s'imposer en France. Et Solo Voilà. Leveling est un petit peu un des baromètres à ce niveau-là. Ok. Bon, alors, de quoi parle Colossal? N'oublie pas, tu vas faire bing bing au bout d'un moment. Oui, Pas forcément oui, pour la parole. c'est pas un souci, c'est pas un souci du tout. Eh bien, nous suivons les aventures de Jade. Jade, qui est une jeune aristocrate d'une famille désargentée, donc qui recherche, enfin, dont la mère recherche un bon parti pour sa fille. Sauf que Jade, elle en a absolument rien à carrer. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de faire de la muscu parce que c'est son kiff absolu. Donc, de prendre soin de son corps, d'arriver à soulever de la fonte et de faire du cardio. Du coup, elle se retrouve un petit peu dans des situations, on va dire, compliquées pour elle, parce qu'elle n'est absolument pas dans l'image de la jeune aristocratie bien pensante. Donc, dans ses fêtes, dans ses bals qui sont organisés pour qu'ils se rencontrent. Et elle tombe sous le charme du bel Alexandre, qui est le palefrenier, et qui lui aussi fait de la muscu. Et du coup, ça donne lieu à un certain nombre de quiproquos qui sont assez sympathiques, pour ne pas dire assez rigolos pour certains. Puisque, voilà, au début, Alexandre se demande bien ce que cette nana lui veut, et si elle veut pas tout simplement se taper le palefrenier, juste pour s'amuser, alors que lui, c'est pas vraiment son délire d'avoir des aventures d'un soir. Elle est extrêmement désolée de tout ça. Finalement, dans le tome 2, tout va s'arranger avec Alexandre. Ce qui est très intéressant dans cette BD, je trouve, personnellement, c'est la position des femmes. Donc, Rutil, Diane Truc met en avant des héroïnes féminines qui sont assez atypiques, parce qu'on est quand même dans une société encore aujourd'hui où le corps de la femme peut être instrumentalisé, voire sexualisé. Et là, on n'est pas du tout dans ce délire-là avec Colossal. On est face à une jeune femme qui assume son corps. Enfin, non, en fait, qui l'assume pas du tout, parce qu'elle estime qu'elle a un corps qui ne correspond pas à la norme. Sauf que c'est assez intéressant, justement, de voir quelle est la relation qu'elle a avec son corps. Et avec cet amour d'un sport qui n'est pas spécialement la définition même du féminisme. Voilà, à chacun de... il y a aussi les anti-héros. La meilleure ennemie qui s'appelle Héloïse, qui finalement dans le tome 2 va s'avérer être un personnage assez important et qui va faire avancer l'histoire. Et le prétendant, puisque donc dans ces salons, elle rencontre un jeune garçon qui s'appelle Simon et qui tombe sous son charme, sauf que Simon, il est bâti comme une ablette et comme une crevette, et qu'il ne fait pas du tout fantasmer la princesse Jade. Chaque album se termine par des conseils de muscu, de cardio, d'entraînement pour débutants, et c'est assez sympathique. En tout cas, je trouve ça très décomplexant, messieurs, parce que oui, quand même, disons-le, quand même, il y a un peu too much de testostérone autour de cette table, disons-le. Disons que nous, on ne laisse pas s'exprimer les gens qui manquent de testostérone autour de nous. Alors, c'est ça aussi. Hein. Mais Moi, je serais preneur, mesquin, je s'il y dirais a- que- s'il y a des chroniqueuses qui veulent venir. Voilà, l'appel est lancé, en tout cas. À vous. Alors, Colossal, moi j'ai kiffé Adonf. J'ai adoré. Il y a des défauts du fait que ça vienne du webtoon, ça manque souvent de décors, etc. Mais il y a un très très beau travail de remise en page pour l'adapter à la lecture. De temps en temps, on voit qu'il y a un petit accrochage au forceps pour les sens de lecture, genre chose là. Mais ça passe quand même vachement bien parce que je sais que c'est un travail qui n'est pas évident. Et j'ai adoré le ton. La façon dont les personnages parlent, s'expriment, qui est très crédible, très vrai. Ce côté comédie des mœurs
avec du quiproquo à l'ancienne, mais qui est bien mené et qui arrive à traiter de sujets d'ouverture, de féminisme, de qu'est-ce que notre corps, comment est-ce qu'on peut l'assumer, comment est-ce qu'on peut assumer de vouloir être une femme forte, parce que c'est le but de l'héroïne. Partir très vite sur une structure assez classique avec le cliché de la méchante, mais qui en fait a une sorte de détresse en elle. Mais ça marche super bien, les personnages sont tous touchants, intéressants, il y a des rebondissements, des surprises. Les sous-intrigues traînent pas trop longtemps et avancent vite. Et pour moi, ça a été vraiment, ça a marché à la perfection, j'ai adoré. Voilà. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre on peut peut-être préciser quand même que Rutil et Diane font toutes les deux de la muscu, quand même. C'est intéressant aussi, elles savent de quoi elles parlent. Ouais. Ah, tu veux mon avis, pardon. Oui. Je savais pas, j'étais... Mais écoute, moi, j'ai été surpris d'une part du sujet, parce que on va dire que c'est assez original quand même. Et écoute, bien emballé, vraiment par ce colossal webtoon manga. Voilà. Global manga. Ouais, non, mais écoute, moi, vraiment bien emballé. Et en fait, c'est BD, quoi. J'attends la suite, vraiment. Je voudrais savoir ce qui va se passer. Guillaume? J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à tout ce que vous avez déjà dit. En fait, je suis assez d'accord avec vous. J'y suis pas allé à la base, j'y suis pas du tout allé rapport au fait que voilà, ça avait l'air d'être un truc hyper gnangnan, hyper guimauve, hyper pas du tout dans ma cible à moi, quoi. Et en fait, comme vous avez dit, les personnages sont bien traités, ils sont attachants, au final, le sujet qui à la base a l'air relativement léger, relativement simple, même s'il est traité avec légèreté, il est bien traité et il n'est pas aussi simple que ce qu'il est paraît. Et moi, je trouve que c'est une super BD, elle m'a très très agréablement surpris, je suis vraiment tombé dedans et pareil, là, j'avais pas eu l'occasion de lire le 2 encore, je vais pouvoir le lire en rentrant en librairie. Et c'était une très très bonne surprise. Pourquoi tu dors à la librairie? Oui, aussi. Des fois, ça m'arrive, tu vois. Mais c'est personnel, on va pas en parler ce soir, s'il vous plaît. Par contre, moi, je t'avoue quand même que sur le premier tome, parce que en fait, on est au début de l'histoire, quand elle passe un suplex c'est Simon. Non, c'est pas Simon, c'est l'autre. C'est l'autre. Ouais. Là, d'un coup, je me suis dit, pourquoi Pourquoi d'un coup, elle lui fait un suplex? Tiens, je me suis dit, c'est le truc du catch. Non, mais il y a des trucs qui sont impressionnants, qui sont drôles. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Zertov demande si on part sur un colossal coup de cœur. J'ai pas eu l'impression que ça allait jusqu'à là pour tout le monde. Moi, je l'aurais mis. Après, je ne sais pas pour les autres. Ah, si, moi je l'aurais mis. Quand j'ai fini, j'ai dit à Nao qui avait le même a priori sur moi, j'ai dit lis-le. Donc, moi, je suis vraiment très, 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 très agréablement surpris. Ah, le sort de Colossal est entre vos mains. Parce qu'on se regarde là comme ça, avec le petit poteau au milieu. Moi, je ne serais pas allé jusqu'au coup de cœur. Très pas allé jusqu'au coup de cœur. Qu'est-ce qui manque en fait pour faire un vrai coup de cœur? C'est une bonne question. Comme tu l'as dit, Pierre, peut-être le défaut du webtoon en fait pour moi. C'est-à-dire un travail graphique qui est quand même pas tout à fait le même que celui d'une bande dessinée. Et voilà, peut-être que je suis un peu... Ça dépend des dessinateurs, j'ai envie de dire, mais... Ouais, non, mais... Après, c'est quand même un rythme de travail complètement différent d'une bande dessinée. C'est en général, les publications sont hebdomadaires, un peu comme en manga. Oui, c'est vrai. Et la plupart du temps, ils n'ont pas d'assistant, comme en manga. C'est vrai. Et, je crois qu'il y a une assistante, là. C'est possible. Moi, le seul truc qui pourrait éventuellement dire pas de coup de cœur, c'est que ça reste, c'est pas tout âge en fait. Ça reste vraiment ciblé plutôt jeunesse pour moi. C'est-à-dire qu'à mon avis, très vite, les adultes qui vont pas s'y retrouver dans le sens où si tu cherches un truc un peu plus consistant, très vite tu vas dire c'est un truc pour les gamins, quoi. Parce qu'ils n'ont pas une âme d'enfant, ces gens, ils sont trop voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a plein de BD jeunesse qui font consensus et là c'est pas le cas de celle-là. À mon avis, il y a pas mal d'adultes qui s'y retrouveront pas. Mais pourtant, ça reste pour moi une très bonne BD jeunesse, enfin un très bon webtoon jeunesse. Colossal de Rutil et Diane Truc chez Jungle pour 16,95 €. Lock and Key, l'âge d'or de Joe Hill au scénario, Gabriel Rodriguez au dessin, Jeff Ottos à la couleur, chez iComics pour 29,90 €.
c'est un spin-off de la série Lock and Key, qui est une série finie, et qui nous raconte un peu l'histoire du manoir Chaos. Le manoir Chaos, c'est celui où se passent les aventures. Il est à la frontière d'un monde infernal, c'est ce qu'on a un petit peu appris dans la première série. Et le but des gens qui vivent, c'est de garder la porte, parce que quand tu es à la frontière d'un monde infernal, c'est bien que la porte reste fermée. Il y en a même un d'entre eux qui a forgé de quoi fermer cette porte, et puis d'autres clés qui ont des pouvoirs dangereux, et donc faut aussi garder les clés. Voilà. La série régulière nous raconte comment, alors que le manoir était un peu abandonné, les clés ont été un peu perdues, oubliées et perdues, et que ça part en couille. Là, on se retrouve au début du XXe siècle, et on suit Chamberlain, qui est père de famille, il est comblé, il attend beaucoup du siècle qui vient, qui est prometteur pour ses 4 enfants, sauf qu'il a 4 enfants. Et quand on a 4 enfants, ils font des jeux d'enfants, donc des bêtises. Il y en a qui sont adolescents, et puis quand il y a la Première Guerre mondiale, ça amène des drames, des deuils, mais aussi parfois un petit peu de rêverie, de poésie. Et en soi, ça marche très bien. À la base, c'était des histoires courtes, qui étaient vraiment des petits HS qui étaient sortis chacun séparément. Mais ils arrivent à former une continuité narrative, je trouve super, parce qu'on va suivre le temps qui passe, les années qui défilent, avec la famille qui vieillit sur plusieurs décennies. Et ça crée une continuité avec ces histoires qui peuvent se lire indépendamment, je pense, qui est magnifique, qui marche bien. C'est toujours un plus d'avoir lu la série originale, bien sûr, mais ça révèle pas trop de choses pour qu'on perde le charme de la série originale. C'est une intro qui est plutôt fonctionnelle. Au dessin, on a Rodriguez qui, depuis les débuts de Lock and Key, il a affiné son trait, qui y gagne en délicatesse. Ça se prête très bien à certains des récits qui sont assez poétiques. Mais il y a aussi des scènes d'horreur et d'action où il a une patate, il a un sens de la mise en page qui est vraiment aiguisé et qui déchire. Et la lecture est pour moi d'une fluidité exemplaire. Il sait sortir du cadre quand il faut, rester bien dans le cadre au bon moment, jouer sur les jeux d'échelle. Il y a un moment, tout un passage où il y a les jeux de changement de taille, etc. Ça marche super bien. Il y a aussi, d'un point de vue scénaristique, une réussite que je trouve exceptionnelle. C'est celle de réussir un crossover sans que ce ne soit qu'un prétexte. Effectivement, c'est un crossover avec Sandman, avec l'univers de Sandman. Et moi, quand je dis crossover, je me dis toujours, bon, ils vont se taper sur la gueule et à la fin, ils vont devenir copains contre le grand méchant. C'est un peu comme ça que ça se passe dans le monde du comics. Là, ils ont réussi à créer un lien entre ces deux univers qui marchent très bien. Si vous avez lu Sandman, vous voyez très bien de quelle clé je peux vouloir parler. Il y a une clé très importante dans le récit. On peut le dire. Qui n'arrivera qu'au deuxième, que la deuxième saison pour ceux qui n'ont vu que la série. Donc on va pas trop... Voilà. Moi, je l'aurais dit. Ouais, mais moi, je respecte. Ouais, mais toi, t'es un divulgateur. Ouais. Et voilà, le lien se fait de façon très jolie, très poétique surtout. Il y a quelque chose de beau. Ça m'a fait peut-être verser ma petite larme. C'est un recueil qui est parfaitement agencé, un récit complet en soi, même si c'est un recueil qui réussit l'exploit de faire un crossover qui a du sens. Pour moi, c'est waouh. Et vous? Alors, et vous, c'est que moi, non? Il n'y a que toi qui l'as lu. Ah non, tu déconnes, je Ah, l'ai lu aussi. non. Ah, Jean ça aussi. va alors. Non, il n'y a pas que moi. Écoute, moi, j'ai été assez agréablement surpris de ce... Ça fait 2 fois déjà ce soir. Deux fois que j'étais surpris. Oui. Putain, merde. Assez agréablement. Assez agréable. En même temps, c'est bien parce qu'on lit des trucs de qualité. Donc, quelque part, si j'étais en train de me dire, j'ai lu de la merde et en plus, vous m'obligez à en parler, c'est quand même dommage. Mais écoute, je crois que quand on l'a lu, on était ensemble dans un pays froid. Oui. J'ai trouvé ça très sympa, ce crossover, en fait. Et de revenir, si tu veux, sur quelque part la naissance de Lock and Key. Comment les clés sont faites, comment la famille était avant. On voit le forgeron. On voit le forgeron. Voilà, non, c'est... voilà, c'était cool. Maintenant, je te dis pas que c'était le meilleur de Lock and Key, mais c'est une petite madeleine qui te permet d'y revenir et de passer un moment agréable quand tu as bien profité de la première histoire. Jérôme. Alors, là, pour le coup, ça m'arrive rarement. Aïe. Lui, il a Mais- été très désagréablement mais- pas surpris. Mais moi, j'ai grave kiffé, en fait, ce Tache d'Or. J'ai adoré cet album. Et pour moi, c'est clairement un coup de cœur de notre production de ce soir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'univers de Lock and Key. J'aime beaucoup l'univers de Sandman.
que ça soit les comics ou que ce soit les séries d'ailleurs, même si il faut pas avoir la saison 3 de Lock and Key, mais je crois qu'on en a déjà Oui, parlé. tu as déjà parlé. Voilà. Et le crossover marche magnifiquement bien. J'ai adoré retrouver ces personnages, repartager un petit moment avec eux, découvrir aussi que ce soit des personnages de Lock and Key ou que ce soit des personnages de Sandman d'ailleurs, hein, le Corinthien et autres, entre autres. Corinthien, il plaît toujours. Et il plaît toujours le Corinthien. Et repartager un petit moment avec eux. Donc vraiment, ouais, moi j'ai vraiment kiffé. Et voilà, je n'aurais qu'une chose à dire. Highway to Hell. Allez les amis. Highway to Hell. Bon, tu apparemment ne partages pas notre avis sur le coup de cœur. Mais je suis Désolé, les il n'y gars. a pas de souci. Voilà, je n'étais Ah, que mais- agréablement surpris. Il n'y a pas de souci. C'est pas mal. Ce sera le titre de l'épisode, agréablement surpris. Le cake agréablement surpris, si tu veux. Le cake agréablement surpris. Pas mal. Pas mal. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour nous offrir du cake? Des sous. Et pour nous offrir des sous, vous pouvez nous soutenir directement via Tipeee en nous donnant une petite piécette pour chaque épisode, voire vous limiter à un épisode par mois si vous trouvez qu'on produit trop en ce moment. Vous avez le choix, vous donnez ce que vous voulez en fait. Ça nous aide toujours à nous acheter du matos, à faire des tests, à aller dans des contrées lointaines pour faire des enregistrements, ce qui est un projet à venir. Envoyer des sous, écrivez à l'arc, nous dit Azertov. Tout à fait, je suis bien d'accord. Des sioux, envoyez des sioux, écrivez à l'arc. Soyons précis. Sinon, vous pouvez aussi parler de nous, ça fait toujours très plaisir. Quand on entend parler de nous, on n'est pas les champions de la com. Et si vous, sur vos réseaux sociaux, vous trouvez une émission, un conseil qui vous a vraiment kiffé, dites que c'est grâce à nous que vous avez découvert un chef-d'œuvre. Parce que j'espère qu'on vous fait découvrir des chefs-d'œuvre. C'est notre but, de vous faire éviter les merdes aussi, des fois, quand même. Parfois. Et là, Guillaume va nous parler de Arcana, tome 2. De Serena Blasco, au dessin, au scénario et à la couleur, chez Dracou pour 16,90 €. Comme il fait bien l'article, je crois. Ouais, il n'y a pas beaucoup de passion dans celui-là quand même, hein, mais... Je l'ai pas lu, je peux pas en dire du mal. Alors, Arcana, je vais avoir le même problème avec le tome 2 qu'avec le tome 1, c'est-à-dire que il est très difficile d'en parler sans trop en dire, et c'est dommage de dévoiler trop de choses sur cet album, puisque c'est quand même le gros plaisir de découvrir tous les petits tiroirs qu'elle ouvre à droite à gauche. Ouais, moi j'arrive pas à en parler sans trop en dire. Déjà, de quoi ça parle? Commence par ça. Et donc, c'est la suite directe du tome 1, bien sûr. Donc, on est dans le même. Réécoutez le podcast. On est dans le même. Un on petit est dans- résumé bref, quand même, que les gens qui découvrent cette émission-là. Je suis pas tout de suite. C'est un rapport avec le tarot. Pas que, mais oui. Alors, donc, on suit toujours. Problème de prénom comme d'habitude. Donc, c'est Flora, et Fauna. Qui sont deux jeunes filles vivant sur des îles séparées à la base, qui ont été choisies pour devenir apprenties d'un des arcanes majeurs du tarot, et qui, quand elles sont arrivées au coven du tarot, ont découvert avec surprise qu'elles étaient jumelles, chose qu'elles ne savaient pas du tout puisqu'elles ne se connaissaient pas du tout. Donc, plein de choses se passent autour de cette découverte, hein, et il y a vraiment eu quelque chose qui est lié à elle dans l'histoire. Et tout un tas de choses se passe dans le tome 1 par rapport à ça. Et là, dans le tome 2, ma foi, l'histoire continue. La première année touche à sa fin. Elles ont vaguement trouvé leur marque. C'est Fauna ou Flora, je me souviens jamais, qui est toujours la seule apprentie de l'arcane majeure de la mort. C'est Flora, qui est donc la seule apprentie de l'arcane de la mort. Et malheureusement, là, très rapidement, la grande prêtresse va décéder dans un combat qu'elle livre pour défendre le convent du tarot. Et l'arcane majeur étant mort, il va falloir organiser la cérémonie pour savoir qui va prendre sa suite. Et donc, C'est la papesse, je suis désolé. Hein? C'est la papesse. C'est la grande papesse. non. Prêtresse. Écoute, oui, voilà, merci. Prêtresse, alors. Ouais. Je te laisse relire le résumé, ce que je viens de faire. Merci. Voilà. Voilà. Et donc. Tout ça est dans non, le c'est résumé. prêtresse. Non, c'est prêtresse. Mais non, mais oui, j'ai non, tout mais jugé. voilà, On non, avait dit Après, si tu veux, je peux te laisser faire. Non, non, vas-y.
Donc voilà, elle est morte, il va falloir trouver son successeur. Et donc, Fauna, étant une des apprenties, va devoir essayer de passer les épreuves avec Flora, puisqu'ils ont le droit de prendre un second pour passer les épreuves. Et donc, tout cet album tourne autour de ces épreuves. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ou jusqu'où elles vont arriver, qu'est-ce qui va en découler. Et donc, on continue à découvrir cet univers autour du tarot. Toutes ces petites magies et toutes ces petites révélations assez sympathiques. Voilà, donc... Comme je disais, j'ai du mal à en parler sans trop en dévoiler. J'ai tendance à chaque fois que je me lance sur le sujet à donner un peu trop de trucs et à casser l'envie de le lire. Mais je trouve que c'est vraiment une BD sympa à lire et qui, il faut... après, je vous accorde qu'elle ne fait pas l'unanimité, que malheureusement... pour l'auteur, c'est pas toujours évident, mais ça reste une super BD qu'il faut essayer de découvrir, à minima. Bien. Jérôme, toi qui voulais faire le travail de Guillaume. Oui, alors je m'excuse déjà auprès de mon collègue chroniqueur. En fait, rappelons quand même que les 21 arcanes majeures, la base, c'est le tarot de Marseille, et que dans le tarot de Marseille, l'arcane de la grande prêtresse est en fait l'arcane de la papesse. Donc, Serena Blasco a changé le nom de la papesse en grande prêtresse. Et c'est de la triche. Voilà. Et donc, déjà, il s'indigne. C'est son choix. Non, mais je m'indigne pas. C'est son choix. Et je ne me rappelais pas qu'elle avait changé le nom de l'arcane. Ça de l'indignation. Ouais, ça de l'indignation. Voilà, dans ses yeux, je le vois, l'indignation. Au-delà de ça, c'est très intéressant pour découvrir le tarot, pour découvrir les arcanes du tarot et la symbolique des arcanes du tarot. En termes de scénario, c'est quand même très léger. Le tome 2, on est sur la suite des épreuves. Donc, en fait, il y a effectivement la grande prêtresse qui est décédée. Et donc, les apprentis de cet arcane majeur doivent passer un certain nombre d'épreuves. 21 épreuves, ça alors, une par arcane majeur, pour désigner la nouvelle grande prêtresse en binôme, et elle va choisir sa sœur jumelle comme binôme, ce qui est un peu cousu de fil blanc. Je dirais que la suite d'épreuves fait un petit peu les chevaliers du zodiaque qui montent à l'assaut des 12 maisons. Des 12 maisons, exactement. Est-ce qu'ils se prennent des colonnes et des colonnes. Voilà, moi, le point très positif, c'est que vraiment, je trouve ça une bonne introduction au tarot et à la symbolique des arcanes. Et ça peut donner envie d'aller plus loin dans la découverte du tarot et du tirage de tarot, pourquoi pas, et de cette symbolique extrêmement riche, il faut quand même le rappeler, et extrêmement ancienne, puisque le tarot de Marseille remonte au Moyen-Âge, et aujourd'hui, on a tout un tas de tarots différents. Donc c'est quand même vraiment très intéressant par rapport à ça. Le scénario, voilà, moi je suis un peu plus réservé, mais ça se lit de façon très agréable. Ne boudons pas notre plaisir. Thio, tu irais plus du côté de Guillaume, de Jérôme Alors moi déjà, je vais être honnête, j'avais écouté votre chronique du tome 1, parce que c'était une émission où je n'étais point là. Donc ce qui fait que je n'ai pas lu le tome 1, je ne l'ai jamais eu entre les mains. Mais vous m'avez déjà raconté l'histoire, et fort bien, parce que je m'en rappelais, bien évidemment. Quand j'ai lu ce tome 2, alors je valide totalement le côté une découverte, on va dire, du tarot, parce que je t'avoue que j'y connaissais à peu près que dalle, sauf les trucs que tu vois au cinéma, il a encore tiré l'amour et le pendu. L'arcane sans nom. Mais après, voilà, j'ai trouvé ça très plaisant. Le dessin de Serena Blasco, c'était celui qu'on avait aussi sur Enola Holmes. Et après, on en a déjà parlé sur Enola Holmes, c'est quand même un dessin qui, je pense, est assez clivant. Soit il te plaît, soit il te plaît pas. Ça, clairement. Moi, il me plaît bien. Donc, du coup, de ce côté-là, je suis quand même assez satisfait. Après, oui, l'histoire est peut-être simple. Enfin, c'est une suite d'épreuves, je suis d'accord avec toi, mais ça se lit quand même très facilement et agréablement. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. Et j'avoue que un des chroniqueurs l'avait tellement détesté la dernière fois que je m'étais dit, putain, je vais quand même vraiment lire. Excusez-moi, il n'y a pas de droit de réponse pour les absents. Il m'était tombé des mains, c'est tout. Et donc, que je m'attendais vraiment à lire une bouse. Et en fait, non, pas du tout. Voilà, donc une bonne BD à lire, sympa. Et qui apprend des choses sur le tarot. Donc, Arcana, le tome 2 de Serena Blasco chez Dracou pour 16,90 €. Nous
nous allons aller au plus profond de nos chroniques. Nous aimons aller au fond des choses. Avec Nautilus, les tomes 2 et 3, scénarisés par Mathieu Mariol, dessinés par Gwenaël Grabowski, colorisés par Denis Béchu, chez Glénat pour 14,95 €. Alors, je vais devoir voir un petit compte-rendu du tome 1, puis du tome 2, et une partie du tome 3, mais sans trop vous en dévoiler. Donc, ça va C'est être une fin de cycle. Voilà, donc là l'histoire est complète en 3 tomes, donc je vais vous parler de ça. Donc, on va suivre donc les aventures de Kim Del O'Hara, qui, pour prouver son innocence, à la fin du tome 1, va devoir aller chercher le capitaine Nemo qui est enfermé en prison. Il va se faire passer pour un agent français qui s'appelle Jean Payol. Voilà, aller au bout du monde en s'appelant Jean Payol, je trouve que déjà c'est quand même assez drôle. Mais bon. Et donc du coup, il doit libérer le capitaine Nemo qui est retenu dans une prison russe depuis 10 ans pour récupérer le Nautilus et pouvoir aller chercher la preuve de son innocence qui est au fond du port de Bombay. Voilà, ça c'est pour le début du fin du tome 1, on va dire. Très rapidement dans le tome 2, on s'aperçoit que l'entente entre Kim et le capitaine Nemo n'est pas vraiment au beau fixe. Il a son caractère. Hein. Il a son caractère, il est un peu bourru le gars. Hein. Visiblement les 10 ans en prison avec les Russes, ça l'a pas... C'était déjà le gars dans le bouquin. Ouais, il n'était pas très adouci au départ, mais là je pense que c'est vraiment pire. Donc il va y avoir, on va dire, des petites frictions entre eux, plus... j'ai un doute. Il y a Yana, je crois. Ouais, la meuf, quoi. La meuf, oui, mais Diana, je crois. Mais j'ai un Non, doute. c'est Jaya. Jaya. Ouais, Jaya. Qui ouais, elle aussi donc, est un agent britannique. Et elle cherche Kim Dahl justement pour l'arrêter. Ils vont se retrouver tous les trois sur le Nautilus. Et parce que Nemo, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a un petit peu joué à l'envers avec Kim. Et il a détruit l'épreuve de son innocence au fin fond du port de Bombay, dans l'espoir de créer une guerre entre la Russie et l'Angleterre. Tranquille. Donc là, on va se retrouver de nouveau dans notre truc d'espionnage avec Kim qui va essayer dans ce tome 3 de sauver toujours sa peau, d'éviter une guerre mondiale. Nemo qui lui est toujours avec son Nautilus et qui fait que tout ce qu'il veut parce que de toute façon, le Nautilus il est trop fort. Non, vas-y, quoi. Non, c'est qu'il y a un esprit qui est en train de fermer ton volet. Ah oui, c'est l'heure. Ok, d'accord. Alors, je vais vous parler, donc maintenant, là, je vais faire une sorte de des 3 tomes. Graphiquement, le dessin de Gwenaël Grabowski, un style réaliste, c'est très joli. Je trouve que les décors dans les océans, dans le tome 2, sont vraiment somptueux. Même les décors, on va dire, en règle générale, sont vraiment très jolis. C'est agréable. Alors, dans le tome 2 de mémoire, il me semble qu'il y avait des petits soucis de proportion. Alors, peut-être que c'est l'effet loupe sur les verres du Nautilus, mais j'ai trouvé que les baleines étaient vachement grosses. Mais bon, après... Ça, c'est vraiment C'est très très gros une baleine. C'est très très gros une baleine, surtout quand tu le vois voix de près, je pense. Donc, il fait bien les escaliers à Colimaçon. On va pas revenir sur ça, s'il te plaît. Maintenant, voilà, le dessin par contre, bon rythme, enfin franchement sympa. Tout au long des 3 tomes, je trouve que ça sert bien la narration. Au niveau du scénario, un scénario quand même assez classique, on va dire une histoire d'espionnage, mais Mathieu Mariol s'est dit, ok, je vais le mettre à la sauce 20 000 lieues sous les mers. Ça va peut-être créer une petite attirance, un intérêt, voilà, que son histoire n'aurait peut-être pas forcément eu si ça n'avait pas eu, qu'il n'y avait pas eu Nemo, quoi. Est-ce que ça suffit? Alors, voilà, clairement, c'est un scénario qui a rebondissement, un scénario d'espionnage, donc on va avoir des espions, des traîtres, des agents doubles, de la retrahison, des plans machiavéliques. Ok, tu rajoutes... Histoire de cœur ambigu. Histoire de quoi? De cœur ambigu. Cœur ambigu. Oui, ambigu, ouais. Mais bon, voilà, tout ça, on va se retrouver donc avec finalement un monde qui va être à la fois qui veut rentrer en guerre, Nemo qui veut, on va dire, la liberté pour son peuple, donc les Indiens, et qui voudrait donc la décolonisation. Moi, je trouve que voilà, le scénario en lui-même ne suffit pas à me dire que bon, voilà, il a utilisé le Nautilus, mais c'est pas ouf. Voilà, ça m'a pas follement emballé. Ce qui est dommage parce que j'étais quand même bien ambiancé par le premier tome. Le deuxième m'avait fait les petits rebondissements, j'étais pas mal, mais la fin clairement m'a pas satisfait. Voilà. Donc c'est une belle série, mais une fin qui ne m'a pas
qui gâche un peu tout. Voilà. Et c'est un scénario assez classique et finalement le Nautilus ne change pas tout. Maintenant, mais, par contre, le Nautilus est vraiment indestructible. Quoi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il ne coule pas. C'est le truc de la mort. Il ne plie pas. Il ne casse pas. Un vrai roseau. Quoi. C'est un peu le souci que j'ai avec le personnage de Nemo et du Nautilus, c'est que c'est... Ouh, c'est genre, c'est le Joker, tu le mets là. Enfin, le Joker, pas à côté Batman, hein, c'est le Joker que tu sors aux cartes. Bah, en fait, c'est bon. Ah non, mais il y a le Nautilus, donc ça passe. Ah, mais il y a Captain Nemo, donc ça passe. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Hey, ta gueule, c'est Nemo. C'est un peu ce côté-là. TGCN, donc. Ouais, moi, j'ai trouvé que franchement, c'est une super intro, quoi. Franchement, la suite, ça va sûrement être super bien. Parce que moi, je suis arrivé à la fin, je dis mais alors je veux bien connaître, ouais, j'ai bien envie de connaître la suite de cette BD. Maintenant, c'est vrai qu'ils auraient pu faire vachement plus court. Suis son cheminement. Il est arrivé avec les sabots, il y a la carriole et tout derrière. Vas-y. Fini, je pense que même tu vois sur le chat, ils savent déjà où tu veux aller. Je crois pas, enfin, je pense que tu t'es mépris, mais c'est pas grave. Non, donc, moi, je suis arrivé à la fin du tome 3, je me suis dit, oh là, on a une situation qui est posée, qui est plutôt intéressante, mais ils ont mis du chemin pour raconter tout ça. Alors c'est bien, ça leur a permis de construire leur personnage, de le parcourir, mais en fait, j'ai pas trouvé cette trilogie super intéressante, mais je trouve intéressant la situation finale, en fait. C'est ça. C'est dire, ça pourrait donner des choses pas mal s'ils continuaient. Je sais pas s'ils vont continuer. Voilà, donc... je suis pas à fond, mais il y a un truc sur tu vois, la scène finale, la dernière planche, où tu te fais il y a une certaine classe, ça pourrait donner quelque chose de bien. Voilà. Mais oui, effectivement, après, je rejoins un peu toutes tes critiques sur la continuité, le reste. Disons quand même que, si tu veux, si on peut faire une sorte de morale de l'histoire, c'est pour que le monde aille bien, il faut qu'il soit en guerre. Oui. Voilà. Non, je suis pas d'accord avec cette morale. Ouais, non. Ah ben si. Ah non, la morale, c'est pas ça. Alors, débat. Non, alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, il n'y a pas de souci. À ce détail près que moi, du moment où j'ai vu le scénario classique et tout machin arriver, tu fais OK, j'ai branché mon cerveau en mode film d'aventure sympa qu'on regarde, même si ça casse pas 3 pattes à un canard, et qu'on s'amuse bien. Tu vois, moi, j'ai gardé du plaisir à le lire jusqu'à la fin, même si effectivement c'était assez convenu et cousu de fil blanc et tout ça. Ouais, c'est les séries B de Delcourt. Ouais. C'est un peu le genre d'idée, ça. Mais pour moi, la morale, c'est pas ça. La morale, c'est pour que le monde aille bien, il faut un ennemi commun. Oui. Oui, mais il te dit bien que... Oui, mais c'est pas que le monde doit être en guerre, c'est que le monde a besoin d'un ennemi commun. Oui, mais sauf qu'il accepte quand même... Enfin, dans ce qu'il dit, il dit aussi que les différents alliés, en fait, avant de s'allier contre lui, vont devoir, en fait, se taper sur la gueule. Ou qu'il va devoir leur taper sur la gueule pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont un ennemi Jérôme, commun. je vais te donner la parole sur ce que tu as lu de la série, parce que tu as lu le tome 2 au moins quand même. J'ai lu le tome 1 et 2, mais voilà, donc... c'est la morale de Guillaume, c'est la morale du grand pouvoir du Schinkel. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était ça en fait. Pour que le monde aille bien, il faut un ennemi commun. Oui, c'est la grande morale de beaucoup d'histoires en fait. Mais... Ouais. Voilà. Et toi, qu'as-tu pensé au moins relisez le grand pouvoir du Schinkel du tome 2, parce qu'on chronique le tome 2 et 3 aujourd'hui. Ouais, le tome 2, il est très agréable à lire et le dessin est sympathique. J'attendais avec impatience le tome 3. Tu vas pouvoir le lire. Tu vas pouvoir tirer avec pour le lire. Voilà. Bon, bien, c'était Nautilus de Mathieu Mariol, Gwenaël Grabowski et Denis Béchu. Glénat, 14,95 €. Quelque chose de sympathique, un petit peu décevant sur le final, mais on a passé un bon moment de lecture. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le bon jingle, au fait. C'était pas le bon jingle. Mais pourquoi? Ah, mais je sais pourquoi c'était pas le bon jingle. Parce que j'ai enlevé le truc d'avant sur lequel j'avais mis le bon jingle. Et il a dit tout à l'heure, au début de l'émission, vous aurez le bon jingle. Bah, tu aurais pu l'avoir si on t'avait pas annulé un truc au dernier moment. Refais-le. Non, mais il est mauvais. Bon, j'ai plus de réseau, au fait, je te le dis. T'as perdu le réseau. Voilà, donc juste parfait. au début. C'est quoi ce podcast? On règle des problèmes techniques en cours et tout. C'est cool. Non, mais c'est qu'il a un réseau pourri, qu'est-ce que je te dis? Tu vas nous parler le bon et le mauvais jingle. Ouais, pas mal. Initial A de Thierry Murat. Un crowdfunding. Un crowdfunding, donc chez Ulule. Donc du coup, je vous fais ça vraiment que de mémoire, parce que du coup, j'ai plus rien qui fonctionne. Thierry Murat, en fait, propose une bande dessinée qu'il a faite avec Midjourney, c'est-à-dire donc avec l'IA pour lui faire des images.
Image qu'il a retravaillé lui aussi derrière pour faire donc sa bande dessinée. Donc, il dit qu'il est la première bande dessinée d'auteur en France faite. Après, il y a débat visiblement, parce que quand tu lis les commentaires, certains disent que c'est pas la première, qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui. Je m'en fous, voilà. Donc, lui, il avait fait un projet avec un éditeur. L'éditeur, en fait, juste avant l'apparition, lui a dit que non, en fait, c'était plus possible du tout de le faire. Et donc, il a fait un crowdfunding pour produire la bande dessinée qu'il avait déjà faite, avec un scénar à lui et des illustrations. Donc, il a fait en fait avec Midjourney et qu'il a retravaillé lui derrière. Alors, le crowdfunding en lui-même, je trouve que les images ressemblent bien à du Thierry Murat, dont on a déjà chroniqué le travail sur, par exemple, Au vent mauvais, qu'il avait fait avec Rascal. Je trouve ça esthétiquement joli, beau. Après, voilà, le débat, en fait, surtout, je pense, va être sur est-ce que c'est un vrai travail d'auteur ? Est-ce qu'on doit rémunérer Thierry Murat pour son travail, sachant que c'est Midjourney qui a produit au départ l'image ? Voilà, je vous laisse à votre bon cœur. Le tome de base, je crois, est à 36 €. C'est un bouquin de 150 pages, à peu près. Hein. Là, je vous fais peut-être 24 par 27, il me semble. Voilà. Je suis pas mal ? Ouais, je crois que c'est 50 € pour avoir la dédicace dedans. 45 La dédicace € de Murat ou de Midjourney? Ah, tu vois, de suite, il attaque. Ouais. Non, de Murat. Alors après, moi, je trouve, voilà, quand je regarde les images, par rapport au travail que je connais de Murat, moi, je trouve que c'est dans son style. Clairement, ça ressemble à ce qu'il a déjà fait avant. Maintenant, après... Puis il y a une narration qui ressemble, sa narration, à la façon qu'il est travaillé. Après, il jouait beaucoup sur des cadrages, des découpages assez simples, très carrés, etc. Même si ces gaufriers avaient parfois tendance à faire des longues cases, ce genre de choses-là. Moi, je pense que c'est juste un auteur qui a su utiliser un outil et l'adapter à ce qu'il voulait faire. Surtout qu'il a vraisemblablement le propos du bouquin traite aussi de ces problèmes. traite aussi de l'IA, oui. De l'IA. Maintenant, cela veut-il dire qu'on ne peut faire que des BD qui traitent de l'IA avec une IA ? Je pense pas non plus. Il a su s'approprier un outil, il a su se l'approprier suffisamment pour qu'on reconnaisse son style, son travail et son travail d'auteur, on va dire. Et moi, ça me choque pas plus que quand tu vas chercher un pack de textures pour faire tes couleurs ou ce genre de choses-là, quoi. Entre guillemets. Ou que tu te dis, j'ai trouvé une nouvelle brosse sur Photoshop pour pouvoir faire mes traits de telle façon. Tu vois, c'est une autre façon d'utiliser les outils qui sont à sa disposition. Et le projet est plutôt intéressant. Voilà. Voulez-vous apporter quelque chose au débat ou... Non. Aucun avis. Aucun avis. D'accord. Waouh. Tu vois, c'était... Mais non, mais trop complexe comme sujet. On va y Ouais. L'émission est finie, là, on va La pas y BD passer des s'appelle heures. Initial A. IA. Oui. Initial IA, c'est vrai. Initial A. Initial A. Donc chez Thierry Murat, il en est à 23%. Il reste combien de jours ? Je ne sais plus. Bon. 23%? Oui. Oui. Je pense que ça sera compliqué, en fait, qu'il aille où. Ah oui. Il va falloir bosser un peu, les gars. C'est pour ça qu'on lui fait de la pub. Je pense qu'en fait, le souci, justement, c'est que certaines personnes, voilà, à juste titre, à raison ou à tort, disent en fait que c'est pas son travail à lui, mais que c'est le travail de l'IA. Et que donc, du coup, il devrait pas être rémunéré pour ça. Ouais, enfin, c'est son scénario à lui, c'est pas le scénario de l'IA. Oui, ça, je suis d'accord. Il a retravaillé toutes les images, non? Puis c'est lui qui a fait générer les images en lui disant ce qu'il voulait, Puis, et qu'il a mis en forme, et qu'il a... Puis comme disait Pierrick, c'est quoi en fait? L'IA a des droits ou l'IA est un outil pour l'instant en fait? Oui, là, le débat il est là en fait. pour le moment, c'est qu'un outil. Ça peut... Pour l'instant, c'est qu'un outil, il n'y a pas de copyright sur l'IA. Ça a déjà été jugé, je crois, en 2019 ou 2020. Il me semble aux je sais États-Unis. plus, il y a déjà eu des débats là-dessus. Donc voilà, un beau projet en tout cas qui fait poser beaucoup de questions. Tu l'as baqué ou t'as hésité? Non, je pense que je vais le baquer. On peut-être honte sur moi et que je vais me faire conspuer, mais Il n'y a pas un mot français pour dire le baquet? je vais le mettre dans le bac. Baquer. Tu vas l'ululer. Je vais l'ululer. Comment est-ce qu'on fait pour ululer? C'est Crowdfunding. Ah ben ouais, c'est vrai que ça fait plus français crowdfundé, je pense, clairement. Alors je vais le financer participativement. Oui, le financer tout court, c'est pas mal. Oui, mais parce que je suis pas seul. Et alors? On va le financer à plusieurs. Tu vas participer au financement. Voilà. De masse.
De masse. C'est un MMOF. Mais non, là, on n'est plus dans le français, du coup. Ah oui, non, c'est ça. Et comment on dit Meuporg en français? Massivement multijoueur. Jeu de rôle en ligne. Massivement multijoueur. Oh, c'était compliqué. Alors, MMJDREL. On va pas s'en sortir. Eh ben, merci à toutes les personnes dans le chat de nous avoir suivis. On a passé un bon moment. J'espère qu'on vous a fait découvrir de belles choses. On a frôlé les coups de cœur, on a frôlé les disputes. Mais c'est ça qui montre notre amour de la BD. On est prêt à s'engager à fond pour soutenir ce qu'on aime et pour détruire ce qu'on n'aime pas. Moi, je vais arrêter de vous amener des BD. À chaque fois, vous les démontez. J'aime bien. C'est dégueulasse. Non, c'est pas vrai. Pas à chaque fois. Pas à chaque fois. C'est pas Non, vrai. mais je faisais juste mon Calimero. Ah, tu fais ça vachement. Puis on n'a pas démonté Serena, hein, franchement. J'ai parlé de la BD, pas de l'autrice. Ouais, non, moi aussi. Thierry, Même quand il est pas là, il est là en fait. je crois qu'il va vite falloir mettre court à cette émission. Merci encore. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir Jérôme sur Actua BD. Sinon, vous avez le Insta de Mathieu. C'est quoi ton Insta déjà? La galerie de Mathieu. La galerie de Mathieu. Vous pouvez voir son travail. Allez voir, c'est d'illustrateur. magnifique. Ouais, et puis on voit le progrès, c'est impressionnant. C'est de mieux en mieux d'année en année. Allez voir les vieux trucs et regardez les récents. Vous allez Non, faire, non, ah allez ouais, pas quand voir même. les vieux trucs, mais c'est hyper bien. Voilà, merci encore à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. À bientôt. Super.